L'interview Écho sur TV Finance. Alors, quelles seront les grandes tendances des marchés en 2021? C'est la question que l'on pose à Philippe Béchade ce matin. Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonjour Philippe. Bonjour Aude. Et bonne année. Alors, pour ce début d'année 2021, quelle vous semble être l'humeur des boursiers? Est-ce que les marchés sont toujours euphoriques? Euphorique, peut-être pas, mais très confiant dans le rôle des banques centrales, ça me paraît tout à fait évident. Les débuts de l'année 2021 ont été un petit peu chaotiques, un petit peu volatiles. Enfin, on ne voit personne pour l'instant revendre un bout de papier. L'année 2020 s'était terminée sur une série de records absolus à Wall Street et pour l'instant donc personne ne revend de techno, mais ça a peut-être changé. On va parler justement du Bitcoin parce que c'est ce qui fait aussi l'actualité en ces débuts d'année. Il a dépassé les 35 000 $. Bon, il est un peu redescendu depuis, mais est-ce que cette remontée du Bitcoin depuis quelques semaines, c'est une remise en cause du système économique financier de manière générale? Est-ce que d'ailleurs c'est une bulle ou une valeur refuge? Je trouve ça extraordinaire d'entendre ceux qui défendent le Bitcoin vous dire que c'est le refuge contre les risques de dislocation de nos devises, le risque inflationniste. Alors je rappelle qu'en France, l'inflation à fin 2020 était de 0 et qu'elle est toujours inférieure à 1% aux États-Unis. Donc le Bitcoin, pour se protéger de l'inflation, je trouve ça assez merveilleux comme... Ouais. Et alors surtout, on vous dit que le Bitcoin est une monnaie. Ça n'en est pas une, naturellement, c'est un cryptoactif de réserve et que donc, effectivement, on l'achète pour se prémunir contre la volatilité des devises. Figurez-vous que le dollar a quand même baissé de 1% l'année dernière. Si vous prenez la livre turque, elle a baissé de 20%. Si vous prenez le Bitcoin, il perd ou il gagne 20% en une heure. Donc ce matin, on l'a vu atteindre 35 580, enfin, peu importe. Et les gens qui viennent vous dire acheter du Bitcoin, c'est une monnaie de réserve, quand vous regardez leur compte de trading, dans une journée, ils auront acheté et revendu 200 fois le Bitcoin. Alors, il y en a qui font du trend following, d'autres qui font du scalping. Donc, moi, j'ai jamais vu un actif de réserve être vendu ou acheté 200 fois dans la même journée, ce qui prouve à quel point on a confiance. Pour moi, un actif de réserve, ça peut être une œuvre d'art qu'on achète aux enchères. On ne va pas la revendre le lendemain ni le surlendemain. Le Bitcoin, en revanche, vous le gérez au travers d'un algo. Et pourquoi vous l'achetez et vous le revendez plusieurs centaines de fois dans la journée? Eh bien, parce que vous savez qu'à un moment, quand ça commence à chuter, vous pouvez perdre 15-20% en l'espace de 2 heures. Alors, comme actif de réserve, là, franchement, on se moque complètement de nous. Et puis alors, vous avez, par exemple, JP Morgan qui vous annonce que le Bitcoin vaudra 145 500 $ d'ici 2 ans. Alors toujours pareil, ça serait un actif de réserve, mais quand vous lisez bien l'article, en fait, le calcul est le suivant. Ah bah si on devait avoir un équilibrage des investissements dans les ETF or et les ETF Bitcoin, compte tenu qu'aujourd'hui la capitalisation du Bitcoin est de 575 ou 600 milliards de dollars, eh bien pour égaler les encours d'achat d'un vrai actif de réserve, c'est-à-dire l'or, eh bien, il faudrait que le Bitcoin soit multiplié par 4,5. En fait, on est en train de vous expliquer qu'il n'y a strictement aucun fondamental, qu'on fait un calcul comparatif et que c'est simplement des transferts de flux. Voilà. Voilà la solidité de l'argumentaire d'un intermédiaire comme JP Morgan. Enfin, voilà. On voit dans le aussi que le cours du Bitcoin ne serait complètement pas manipulé par des rachats en quantité.
Complètement manipulé, bien sûr, hein, parce que l'argumentaire des fans du Bitcoin, c'est que les devises sont manipulées. Là, quand vous savez que 4,5% des adresses possèdent pratiquement 90% des Bitcoins, là, vous avez affaire à des initiés qui se connaissent, et là, vous pouvez être sûr que ces bienfaiteurs de l'humanité ne vont pas s'entendre, évidemment, pour orchestrer des campagnes, je dirais, semi-marketing, où d'un seul coup, on va dire aux gens, effectivement, le Bitcoin, c'est l'avenir, ou le Bitcoin est l'actif de votre génération, parce qu'on s'adresse à des gens qui ne connaissent rien à la monnaie, qui ne connaissent rien à la nature d'une monnaie, et on se dit, on s'adresse à des millennials, et eux, ils vont tout gober. Et ça marche. Il suffit que 2-3 milliardaires vous disent, moi j'en ai pris, faites comme moi, ou que un grand gérant vous annonce qu'il crée un fonds en Bitcoin, et tout le monde d'un seul coup se dit mais le Bitcoin c'est effectivement la valeur d'avenir. Mais pour ces gens-là, c'est une valeur d'avenir pour les 3 prochaines minutes, parce que dans les 3 prochaines minutes, ils auront déjà revendu, peut-être pour racheter derrière. Uniquement pour spéculer, réservé à quelques investisseurs sophistiqués que vous ne conseillez pas du tout dans une stratégie de diversification pour un particulier. Pour un particulier qui a envie de spéculer parce qu'en ce moment il n'a pas grand chose à faire, parce qu'avec le confinement il y a beaucoup de gens qui se retrouvent au chômage partiel. Aux États-Unis il y en a beaucoup qui reçoivent des chèques du gouvernement et qui finalement c'est de l'argent qui tombe du ciel. Eh bien vous allez ouvrir un compte chez un broker et vous faites du spiel sur le Bitcoin. Donc je recommande vraiment fortement le Bitcoin à quiconque veut faire un écart de 5-10% dans la journée. Je le déconseille formellement à quiconque veut mettre à l'abri son patrimoine. Voilà. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'on vous vend la spéculation sur le Bitcoin avec l'alibi de faire un placement de long terme, parce que le Bitcoin vaudra 146 000 $ d'ici 2 ans. Enfin, c'est voilà un petit peu les vraies raisons de l'investissement. Il nous reste un peu de temps, Philippe, on va revenir sur les marchés d'actions plus traditionnels. Comment explique-t-on aujourd'hui la désynchronisation qui existe entre l'économie financière, des marchés toujours au plus haut, et puis l'économie réelle, toujours soumise à des restrictions dues au confinement ? Et des restrictions d'ailleurs de plus en plus fortes qui donnent même le vertige, puisqu'en Allemagne, désormais, il est même interdit d'inviter un couple à déjeuner ou à dîner. On ne peut plus recevoir qu'une seule personne. Vous imaginez l'impact que ça va avoir sur la consommation en général. Donc le découplage entre notre réalité et la réalité d'une autre dimension des marchés, elle a commencé en fait le 18 mars 2020, lorsque les banques centrales, ou sous la Fed, a dit que désormais le soutien des marchés serait nos limites. Donc à partir du moment où vous annoncez que vous allez soutenir quoi qu'il en coûte et en injectant autant que nécessaire et aussi longtemps que nécessaire, vos marchés sont dans un vrai paradis artificiel de liquidité, de morphine monétaire. Et là, finalement, le début de l'année, on a vu les places européennes s'envoler de 1,5 jusqu'à 2,8% à Londres. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'on était à la veille ou à quelques heures de l'annonce de nouvelles mesures de restriction. J'ai pu lire immédiatement dans les commentaires « Ah, ça va reconfiner ». Ah, l'économie au premier trimestre va certainement prendre un coup sur la tête et on va certainement pas redémarrer au premier trimestre. Excellente nouvelle, les banques centrales vont donc injecter massivement pour justement contrebalancer des effets de restrictions sanitaires qui vont être effectivement très fortes. En Allemagne, c'est même du jamais vu. Donc, est-ce que pour ceux qui ont manqué le coche en 2020 de rentrer en bourse, est-ce que vous conseillez de rentrer maintenant en ce début d'année ? Et si oui, sur quels indices, sur quel secteur ?
Écoutez, dans un contexte d'abondance et de surabondance de liquidités qui se dirigent toutes vers les marchés, on a bien compris, enfin ça fait déjà 10 ans que les quantitative easing font la tendance à Wall Street et en grande partie en Europe. Donc en cette entame d'année 2021, si les nouvelles sont mauvaises, encore plus mauvaises dans les prochains jours, tout le monde en tirera la conclusion que les banques centrales vont se montrer encore plus proactives. Donc je dirais que ceux qui s'intéressent au marché, adoptez exactement la même stratégie que sur le Bitcoin. Ne dites pas que vous investissez parce que ça va aller mieux, ne dites pas que vous investissez parce que les entreprises feront plus de bénéfices en 2021, car pour l'instant on n'en sait rien et probablement qu'on va réviser à la baisse les prévisions pour le premier trimestre, pour le deuxième trimestre et jusqu'à la fin du premier semestre. Faites exactement comme le Bitcoin, faites du spiel, faites du scalping, investissez pour les 5 prochaines minutes, suivez la tendance, mais bien entendu, n'invoquez pas la conjoncture, n'invoquez pas le redressement de l'économie et n'invoquez pas un investissement qui vous protège contre je ne sais quoi, la décrue des devises, des grandes devises dites de réserve. Faut assumer que la hausse elle est complètement spéculative, il faut assumer qu'on est dans une bulle et que tous les mécanismes psychologiques que l'on peut entendre sont exactement ceux d'une bulle, puisqu'on vous dit par exemple j'achète des actions en 2020 parce que je fais une croix sur 2020, je paye 2021, et quand 2021 ne s'annonce pas bon, on vous dit déjà faites une croix sur le premier semestre, payez le second, payez 2022, payez 2023, jusqu'au jour où on va s'apercevoir que les taux aux États-Unis viennent de franchir le cap des 1%, comme ce matin. Et oui, on investit toujours avec prudence, en tout cas en toute connaissance de cause. Et donc attention. Merci beaucoup en tout cas à Philippe Béchade pour vos analyses sur ce début d'année 2021.